Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus pour un sujet un peu rébarbatif. Mais avant de commencer, je vous dois de vous expliquer pourquoi je suis devant vous ce soir. À l'origine, je suis enseignant, professeur de français, latin et grec. Je suis à la retraite depuis 2007 et j'ai aujourd'hui 78 ans. En 2002, suite à un problème de santé, j'ai suivi une formation de massage bien-être. J'avais suivi une formation autrefois d'une semaine dans les années 80, donc je reprenais quelque chose que j'avais déjà entamé. Cette formation a duré 3 ans, et puis j'ai enseigné le massage bien-être pendant 2 ans. Parallèlement, suite à un deuil qui m'avait particulièrement éprouvé, je suivais une psychanalyse qui a duré 5 ans, 2 fois par semaine sur le divan. Pendant la formation massage et l'enseignement du massage, des gens m'avaient dit « Mais toi, tu as des mains, elles sont un peu spéciales. Elles vont tout de suite là où elles doivent aller, et dès qu'elles se posent, on sent un soulagement. Tu dois faire quelque chose. Tu dois développer ça pour le mettre au service d'autrui. » J'ai mis 15 ans avant de me décider, tellement j'avais peu confiance en moi. Entre-temps, j'ai voyagé, particulièrement en Chine, où j'ai étudié les 3 sagesses chinoises, Confucius, taoïsme, bouddhisme. Ajoutez-y Socrate, ajoutez-y la foi catholique dans laquelle j'ai été élevé. J'ai mixé tout ça avec la spiritualité amérindienne et je m'en suis fait une bouillie personnelle qui me nourrit tous les jours. Au bout de 15 ans, finalement, en 2019, j'ai suivi une formation de magnétisme. Elle s'est très bien passée. Mais là, les formateurs m'ont dit « Toi, tu as une voix un peu spéciale. On te verrait plutôt thérapeute. » On m'avait déjà parlé de ma voix. D'ailleurs, pendant mes années d'enseignement, je n'ai jamais eu vraiment de gros problèmes de discipline. En 46 ans, j'ai dû punir 5 ou 6 fois seulement. Et ma voix y était pour quelque chose. Le fait d'englober le groupe, d'avoir une voix qui calmait les élèves. Donc, après le magnétisme, j'ai démarré une formation d'hypnose, de technicien d'abord, de praticien ensuite. Je continue de me former tout le temps, tous les jours, par des lectures. Ça tape un peu, non? C'est tout bon? Merci, excusez-moi. Par des lectures, par des formations en ligne, c'est la chaise qui doit bouger, par des formations en ligne, par des stages, par des psychothérapies de groupe, et aussi j'ai une superviseuse que je consulte régulièrement. Par ailleurs, je n'ai aucune formation médicale. Voici donc pourquoi, comment, par quel cheminement je me trouve ce soir devant vous pour vous parler de l'hypnose de soins, ses bienfaits et ses limites. Voici le parcours de notre soirée que je vous propose. D'abord, une définition de l'hypnose, un rapide aperçu historique, les différents types d'hypnose, les demandes traitées en hypnose, les contre-indications et les limites. D'abord, définition de l'hypnose, qui sera suivie de 2 points qui font partie de cette définition. C'est un état différent du sommeil et c'est un processus naturel. Hypnose vient du mot grec hypnos, qui veut dire sommeil. En effet, l'hypnose s'apparente au sommeil par l'aspect somnolent du corps. L'hypnose désigne aussi, chez une personne, un état modifié de conscience, distinct du sommeil.
un état amplifié de conscience, un état élargi de conscience, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est dans un état d'attention et de réceptivité intense, autre que l'état ordinaire de conscience. Le docteur Jean Gobin de l'hôpital Saint-Louis à Paris, en 1991, définissait l'hypnose de la manière suivante. C'est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante tout en restant en contact avec l'accompagnateur. Une personne fait abstraction de la réalité présente, mais reste en contact avec l'accompagnateur. Nous allons développer ça au fur et à mesure de notre propos. Et ce mode de fonctionnement fait apparaître des possibilités supplémentaires d'action de l'esprit sur le corps ou de travail psychologique à un niveau inconscient. Par extension, on désigne par hypnose toutes les techniques qui permettent de créer cet état ainsi que leur utilisation thérapeutique. L'hypnose est un état différent du sommeil. Notre cerveau, selon l'état dans lequel il se trouve, émet des ondes différentes. Les ondes bêta sont celles du sommeil. Les ondes alpha, celles de l'état hypnotique. Les ondes θ, celles de l'état de rêve. Les ondes delta, celles du sommeil profond. Nos ondes cérébrales évoluent tout au long de la journée. Notre cerveau est sans cesse en activité, que nous soyons éveillés ou que nous soyons en sommeil. Nous ne restons jamais bloqués, ni en état d'hypnose, pas plus qu'en état de veille ou qu'en état de sommeil. Et grâce à l'image à résonance magnétique et au dernier développement du scanner, l'état hypnotique a pu être visualisé et caractérisé sur le plan médical. L'hypnose est un état naturel, un processus naturel, que nous traversons de nombreuses fois dans la journée. Un état modifié de conscience, un processus où nous sommes présents ici et en même temps ailleurs. Vous allez tout de suite comprendre, je vous donne plusieurs exemples. Lorsque nous lisons un bon livre, nous savons où nous sommes, dans notre lit, dans notre fauteuil. Et en même temps, nous sommes dans le livre. Nous sommes ici et en même temps ailleurs. Autre exemple, lorsqu'on regarde un film qui nous transporte, nous savons que nous sommes dans la salle Jean Giono, mais en même temps, nous sommes avec les personnages et les acteurs du film. Nous sommes ici et en même temps dans le film. Nous vivons avec le film. Lorsque nous regardons un feu attentivement, ça nous arrive à tous. Nous suivons le mouvement des flammes. Et puis tout d'un coup, notre esprit vagabonde. Nous ne sommes plus là, nous sommes ailleurs. Notre esprit résout un tas de problèmes qui étaient présents, que nous ignorions, mais qui sont là. Bien plus. Il nous est arrivé de perdre temporairement la notion du temps au volant de notre voiture. Lorsque nous faisons un trajet habituel, il nous arrive fréquemment de nous dire « Tiens, je suis déjà là, et je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé depuis le départ. Je n'ai aucune image des lieux que j'ai traversés depuis le départ de mon trajet. Je suis présent ici, au volant de ma voiture, heureusement, hein, sinon j'aurais probablement un accident, mais en même temps, mon esprit est ailleurs. C'est aussi ce qu'on appelle être dans la lune. On est là, et puis les autres vous parlent, mais vous n'entendez rien, vous n'êtes pas là. Dans le train, finalement, quand nous regardons le paysage à travers la fenêtre, nous voyons le paysage, les champs, les forêts, les automobiles, les maisons, les villages. Mais notre esprit vagabonde, il n'est pas là. Nous sommes ailleurs. Être présent ici et ailleurs, c'est un état naturel que nous traversons maintes fois dans la journée et qui est nécessaire à notre équilibre psychique. Heureusement que ça fonctionne comme ça.
ici et ailleurs. Notre inconscient résout des tas de problèmes en arrière dans notre cerveau. Passons maintenant à un rapide aperçu historique. On trouve dans certaines peintures rupestres des traces de séances d'hypnose chamanique. En Mésopotamie, ce sont des manuscrits qui tracent l'état modifié de conscience. Déjà, une thérapie par la parole. Chez les Sumériens, ce sont des tablettes qui décrivent des méthodes hypnotiques. En Égypte, une stèle décrit carrément du début à la fin une séance d'hypnose. Plus près de nous, en Europe, c'est le docteur Mesmer en Allemagne qui le premier a utilisé l'hypnotisme et le magnétisme pour traiter ses malades. En France, le premier, c'est Puységur, à cheval sur la Révolution française et le retour à la royauté. Puységur, lui, a découvert en France les possibilités psychothérapeutiques de l'hypnose. Vous avez tous entendu parler, un peu plus tard, du docteur Charcot, qui était neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière et qui, lui, utilisait l'hypnose de façon expérimentale pour pouvoir mieux étudier l'hystérie. En Allemagne, un peu plus tard, le docteur Bernheim a beaucoup travaillé sur la suggestion. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, Freud, le docteur Freud a été pendant 4 ans en stage auprès de Charcot. Mais lui, il a abandonné assez rapidement l'hypnose parce qu'elle était pour lui trop autoritaire. Freud, ce qui l'intéressait, c'est donner la parole au patient. D'ailleurs, une dame lui avait dit un jour « Taisez-vous, c'est moi qui dois parler ». Et du coup, il a eu l'idée de cette thérapie par la parole où, quelquefois d'ailleurs c'est un peu dramatique, le psychothérapeute ne dit rien. Enfin, plus près de nous, vous connaissez tous la méthode Coué, du docteur Coué, qui lui s'est beaucoup intéressé à l'autosuggestion, tirée de l'imagination de la personne. Je terminerai cet aperçu historique en citant d'abord la date de 1889, où, à l'Hôtel-Dieu à Paris, se tient le premier congrès international de l'hypnotisme expérimental et thérapeutique. Et je vais m'attarder un peu plus sur M. Milton Erickson, américain psychologue, psychanalyste, qui est décédé en 1980. Lui, il a fondé l'hypnose dite ericksonienne parce qu'il l'a d'abord utilisée sur lui-même en auto-hypnose. Il était atteint de la poliomyélite, dont il a subi une crise à l'âge de 17 ans. Et pour tenir le coup face à ses douleurs et aux séquelles de cette maladie, il a utilisé l'auto-hypnose. Et d'après lui, il l'a vécu et il l'a pratiqué, le patient possède en lui toutes les ressources pour répondre de manière appropriée aux situations qu'il rencontre. Il a permis à ses patients de découvrir et de mobiliser leurs propres ressources afin de dépasser leurs problèmes dans le respect, l'empathie, l'intégrité et même l'humour. Thérapie par le rire un peu, vous en avez peut-être entendu parler. Il part toujours du vécu de ses patients. Et c'est Erickson qui est le père de ce qu'on appelle les thérapies brèves, dont vous avez probablement entendu parler. Examinons maintenant les différents types d'hypnose. C'est d'abord l'hypnose de spectacle. Ça peut être de l'illusionnisme, mais à ce moment-là, ce sont des trucages. Ça peut être un spectacle avec de faux volontaires, mais ça aussi, c'est encore une tromperie. Il y a aussi l'hypnose de scène, pendant laquelle l'animateur, avant de faire son spectacle, anime, mais repère, pendant qu'il parle, les différentes personnes dans les spectateurs les plus susceptibles, les meilleurs sujets qu'il pourra hypnotiser après. Vient ensuite ce qu'on appelle l'hypnose traditionnelle, l'hypnose directive et autoritaire du type « dormez, dormez, dormez » ou « fixez un point à une certaine distance de vous pour partir en état d'hypnose ». Je m'arrête un tout petit peu sur cette hypnose traditionnelle, un peu autoritaire. C'est celle qui est évoquée dans une chanson de Jean Ferrat. Jean Ferrat chante Aragon.
cette chanson qui s'appelle Robert le Diable. Je vous donne le refrain. Je pense à toi, Desnos, qui partis de Compiègne, comme un soir en dormant, tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie, là-bas où le destin de notre siècle saigne. De quoi s'agit-il? Eh bien, les poètes surréalistes avaient pour objectif d'exprimer l'inconscient. La psychanalyse était à la mode avant-guerre, et donc ils ont pensé, c'est Breton, Aragon, Éluard, Desnos, pouvoir essayer d'exprimer en poésie l'inconscient. Et pour cela, ils pratiquaient certaines pratiques, justement, comme l'alcool, bien sûr, la drogue, mais aussi la privation de nourriture, qui, au bout de certains temps, au bout de quelques jours, crée des hallucinations. Donc, ils essayaient de transcrire ces hallucinations consécutives à la privation de nourriture. Mais ils utilisaient surtout et régulièrement l'hypnose. À tour de rôle, ils se faisaient hypnotiser et ils commandaient à ses camarades d'écrire sous hypnose. Et il s'est trouvé qu'un jour, Robert Desnos a fait un drôle de récit. Un récit en train, il partait en loin vers l'Est. Ils n'ont rien compris, bien sûr. Sauf que Desnos était journaliste, juif, et que pendant l'occupation nazie, il a fait beaucoup d'émissions clandestines à la radio pour résister à cette occupation. Desnos a été dénoncé, a été arrêté, conduit au camp de transit de Compiègne, et de là, envoyé en camp de concentration en Pologne, où il est décédé en 1944. Et c'est rétrospectivement que ses camarades surréalistes se sont souvenus de ce récit qu'il avait écrit sous hypnose, récit prémonitoire. Pourquoi? Probablement parce que son inconscient, au moment de la montée du nazisme, de l'antisémitisme, était très angoissé. Et que peut-être, eh bien, son inconscient a pu décrire de façon prémonitoire ce voyage en train vers la Pologne. Je vous relis le refrain. Je pense à toi, Desnos, qui partis de Compiègne, comme un soir en dormant tu nous en fis récit, accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie, là-bas où le destin de notre siècle saigne. Autre type d'hypnose, l'hypnose médicale. Et vous en avez entendu parler, elle s'est développée récemment et on en parle de plus en plus. Elle a deux objectifs. Le premier, c'est une utilisation antidouleur. Vous savez que dans la douleur, quand le médecin vous dit comment ressentez-vous cette douleur, entre 0 et 10. Donc on essaie d'exprimer une sensation objective, entre guillemets, de la douleur. Mais nous savons bien que sur la sensation dite objective de la douleur, nos émotions rajoutent de l'angoisse, des peurs, et notamment la peur de la mort, ou par contre aussi des angoisses dues à des douleurs antérieures dont on se souvient, ce qui augmente la représentation que nous avons de la douleur, augmente la sensation de douleur. Et grâce à l'hypnose, on peut arriver à diminuer ces sensations émotionnelles qui s'ajoutent à la réalité de la douleur. Donc, voilà une des utilisations de l'hypnose en médecine. L'autre utilisation, elle est surtout chirurgicale. C'est-à-dire qu'avant une opération chirurgicale, les anesthésistes qui se forment de plus en plus à l'hypnose, pardon, je bouge beaucoup et ça fait des trucs. Les anesthésistes qui se forment de plus en plus à l'hypnose vont préparer le patient avant le bloc opératoire, dans des séances antérieures même, avant la date de l'opération, pour le relaxer, le détendre, démystifier le bloc opératoire avec toutes ces machines, les professionnels de la santé avec leurs déguisements, tout ça c'est très stressant. Donc, grâce à l'hypnose, on va pouvoir diminuer cette angoisse antérieure à l'opération. Non seulement ça, mais on va aussi, peut-être, pendant l'opération, permettre à la personne de se relaxer, d'être beaucoup plus détendue, ce qui va permettre une opération plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément donner de médicaments anesthésistes.
Mais on pourra en tout cas en donner une moins grosse quantité, moins de molécules chimiques qui affecteront moins l'organisme. C'est les deux principales utilisations de l'hypnose médicale. Vient ensuite, comme autre type d'hypnose, celle qu'on appelle l'hypnose de mieux-être. C'est celle qui est la relaxation, qui apporte de la relaxation en période de stress, en période d'examen, de permis de conduire, d'entretien d'embauche. C'est une hypnose de détente. Et dans cette hypnose, il y a surtout l'auto-hypnose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un hypnothérapeute va montrer à une personne en séance d'hypnose qu'elle peut se calmer elle-même, qu'elle peut travailler sa respiration, et du coup, lui donner des outils que la personne pourra réutiliser quand elle sentira qu'elle en aura besoin par ces exercices d'auto-hypnose. Et ça, c'est très important, parce qu'on donne un bagage à la personne. La personne n'est pas dépendante de l'hypnothérapeute. Il lui donne un bagage qui va lui servir quand elle sera seule. Une caisse à outils, si vous voulez. Je passe à un type d'hypnose suivante, c'est l'hypnose dite ericksonienne. Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure d'Erickson, mais il a justement mis en place quelque chose d'assez original dans la mesure où l'hypnothérapeute est en position basse. Il n'est pas du tout autoritaire du style « dormez » ou « fixez ce point-là ». Non. Il s'adapte au maximum à la personne qu'il doit accompagner, qui vient lui demander de l'accompagner, en respectant son rythme, sa respiration, ses goûts, ses habitudes. Toujours, il part du vécu de la personne qui a demandé à venir en consultation. Et les inductions, nous verrons ce que c'est. C'est le moyen de permettre à la personne de rentrer en état d'hypnose. Ce sont souvent les histoires et des anecdotes que le patient lui-même a apportées. Donc ça le rassure. Il en a parlé et on reprend ce qu'il a dit. Il est en terrain connu, ça marche beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus calme, beaucoup moins autoritaire. L'adhésion est beaucoup plus grande. Donc, probablement, la séance sera plus efficace. En hypnose ericksonienne, le thérapeute n'est pas celui qui sait, mais plutôt celui qui accompagne. C'est une collaboration. Et puis d'ailleurs, la profondeur de l'hypnose n'est pas vraiment recherchée. Ça peut être simplement conversationnel. On ne va pas dire « Allez, il faut que tu sois là-bas et ailleurs ». Non, non, ça peut être une simple conversation. On ne va pas pousser de façon autoritaire la personne dans l'état d'hypnose. Je terminerai par l'hypnose de soins thérapeutiques, qui est le cœur de notre sujet. Elle repose sur 3 piliers: la dissociation, l'induction et la suggestion. La dissociation, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Conscient d'être ici et en même temps ailleurs. On est dissocié. Notre esprit travaille à 2 niveaux différents. Dissociation de la conscience. Simultanément, nous avons d'un côté une activité physique ou mentale consciente et de l'autre côté, en même temps, une activité mentale et physique inconsciente. Et cette dissociation permet de soulager des douleurs. Pourquoi? Parce qu'elle permet de libérer des mots qui sont dans l'inconscient ou des images qui sont dans l'inconscient. C'est que des choses qu'on avait étouffées. Nous allons entrer un peu plus dans l'explication des choses. L'hypnose et l'auto-hypnose favorisent le passage des mots et des perceptions depuis le cerveau gauche, qui est celui de la raison, j'entends, je comprends, vers le cerveau droit, je ressens, j'imagine, je vis le message. Cerveau droit, émotionnel. Cerveau gauche, rationnel. Et c'est en permettant des allers-retours entre ces 2 cerveaux que justement on va pouvoir permettre de guérir du mal-être, des douleurs plus ou moins inexpliquées. Donc, on s'aperçoit que l'hypnose est un état d'apprentissage de ses propres ressources.
à chacun de nous. L'état modifié de conscience permet une coopération conscient-inconscient, et notre inconscient, notre instinct de survie, c'est ce qui est bon pour nous. Entrons encore un peu plus dans le détail. Prenons la situation d'une personne qui est en demande de soins thérapeutiques. C'est une personne qui est en souffrance, qui vit une difficulté. Mais elle n'a pas forcément conscience de l'origine de cette situation difficile. En effet, une situation originelle, traumatisante, n'est pas forcément gravissime. Ce n'est pas forcément un viol, un inceste, des abus sexuels. Non, simplement, la personne peut avoir été témoin d'un accident de la route, victime d'un accident de la route, témoin ou victime d'une agression par un animal. Et puis d'ailleurs, on ne sait jamais comment un enfant peut vivre une situation familiale. Dans une même fratrie, la même situation qui paraît banale à tout le monde, ou à un des enfants, peut être traumatisante pour un autre. On n'en sait rien. On ne sait jamais comment l'enfant peut vivre les choses. Donc, la personne en demande de soins vit un mal-être. Ça peut être des insomnies, des cauchemars récurrents, des angoisses, des peurs, des phobies, un sentiment de rejet ou d'abandon, un sentiment de mépris, des difficultés de relation avec autrui, etc., etc. Expliquons encore mieux. Dans le cas d'une situation traumatisante, notre état physique, à cause de l'émotion, est changé. Ça se passe dans la gorge, ça se passe dans le sternum, ça se passe dans le corps. Dans le cœur, ça se passe dans les viscères. Ça me noue les tripes, ça me serre le cœur. Dans une situation émotionnelle traumatisante, notre rythme cardiaque change, notre respiration change, nos poumons, nos entrailles subissent des transformations physiques, physiologiques. Tout se joue dans notre corps lors d'une expérience traumatique. Et toutes les sensations physiques qui sont mêlées à cette situation traumatique acquièrent une existence autonome. C'est comme un arrêt sur image émotionnel et sensoriel. Tout d'un coup, tac, tout s'arrête. Mais non, tout ne peut pas s'arrêter, sinon c'est la mort. La vie continue. Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, l'inconscient va mettre en place plein de stratégies qui vont permettre la survie, malgré cet arrêt sur image. Et la réviviscence de ces sensations émotionnelles va être quelquefois pire que le trauma lui-même, alors que la situation elle-même a été occultée. C'est l'amnésie. C'est le déni de l'amnésie. Mais on peut avoir aussi des stratégies de contournement, de fuite, de défense. Par exemple, certaines personnes qui souffrent de cette réviviscence des émotions suite à une situation traumatique vont organiser toute leur vie pour résister à ces expériences émotionnelles ou les neutraliser. Faire compulsivement du sport, prendre des médicaments en permanence, chercher un contrôle illusoire dans des conduites à risque. Tout ça pour justement résister à cette mémoire négative qui a enregistré à un moment donné de notre vie ces émotions, ces sensations perturbantes. Et les personnes concernées sont rarement conscientes que ces sensations sont issues d'une expérience traumatique. Oui, c'est normal, puisqu'on a mis un voile dessus. Notre inconscient a mis un voile dessus pour notre survie. Ignorer sa réalité intérieure sape le sentiment de soi. Certaines personnes
ne sachant pas d'où viennent ces émotions, cette perturbation, peuvent penser qu'elles deviennent folles, qu'elles ne sont pas normales, puisqu'elles ne savent pas, il n'y a pas l'explication. Certaines douleurs que la médecine n'explique pas sont énormes, et pourtant, les gens ne savent pas, et ils se demandent d'où ça vient. Percevoir, nommer et identifier ce qui se passe en soi, c'est le premier pas vers la guérison. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je prends un petit peu d'eau, excusez-moi. Un jour, une dame de 89 ans m'appelle au téléphone pour une séance de magnétisme afin de traiter un zona. Le zona, à partir d'un certain âge, il faut s'en occuper tout de suite, dès la première semaine. Parce que le système immunitaire, avec l'âge, s'affaiblit. Si on ne le traite pas rapidement, le zona peut s'installer pendant des mois ou même des années. Et la personne peut souffrir horriblement. Je me rends chez cette personne qui pouvait se déplacer difficilement. Et au début de la consultation, je lui demande depuis quand ce zona est arrivé, quels sont les symptômes, sur quelle partie du corps il se manifeste. Et pendant cet entretien, tout d'un coup, la personne de 89 ans fond en larmes. Et je lui dis, mais madame... Elle dit, c'est pas possible, ça fait 15 jours que je n'arrête pas de pleurer, j'ai la gorge serrée, c'est insupportable. Je dis, mais de quoi s'agit-il, madame? C'est quand je suis rentré en 6e, j'ai dû être interne, ma famille habitait trop loin, et le samedi, j'étais toute seule dans la cour du lycée à tourner en rond, à pleurer, à n'en plus finir. Et j'avais la gorge épouvantable. Eh bien, depuis 15 jours, je ne vis que cette situation-là. Pour moi, c'était une des raisons pour lesquelles le zona est apparu à ce moment-là. La personne était fragilisée, affaiblie pendant cette période d'émotion terrible. Alors, j'ai dit, mais madame, voulez-vous qu'on examine un peu cette douleur sur votre gorge? Ah oui, je veux bien parce que j'en peux plus. Eh bien, j'ai dit, on va faire un tout petit peu d'hypnose. Oui, je veux bien, faites ce que vous voulez. Alors, je lui demande, avant la séance, j'ai dit, mais madame, est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans votre vie, d'un endroit où vous avez été heureuse? Oh ben oui, bien sûr. Quand j'étais à l'école primaire, j'allais garder les vaches, et j'étais très bien. J'étais dans la nature, c'était formidable, j'étais bien. Ah bon? Eh bien, voulez-vous y retourner? Oui. Bon. Alors, j'ai dit, vous vous installez bien confortablement dans votre fauteuil, mettez les mains aussi bien comme vous voulez sur les accoudoirs ou sur vos jambes, et je l'emmène et je lui parle de la petite fille avec son bâton qui suivait les vaches. Je lui parle de la cloche des vaches, de la petite fille qui ramasse des fleurs, de la petite fille qui suit les papillons, qui ramasse une coccinelle. Et elle était là, parfaite. Et au bout d'un moment, je dis, madame, vous ressentez-vous bien? Avez-vous reconnu la petite fille? Ah oui, c'est bien, ça va bien. Je dis, mais maintenant, faites-moi un petit signe de la main si vous avez bien ressenti ce bien-être. On va pouvoir s'occuper de votre douleur sur la gorge. Et je dis, maintenant que vous êtes bien, pouvez-vous fixer cette sensation sur votre gorge? Concentrez-vous. Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça pique? Est-ce que vous sentez du bois, du fer? Qu'est-ce que vous sentez? Prenez votre temps, fixez cette douleur qui vous pèse sur la gorge. Elle me dit, c'est du métal, c'est effrayant, ça m'appuie sur la trachée, je ne peux plus respirer. Je dis, oui, quel genre de métal? C'est une plaque, c'est une boule de pétanque? Ah, dit non, ça y est, j'ai trouvé. Vous savez, ces poids qu'on prenait pour mettre sur les plateaux des balances autrefois, les balances sur les plateaux de cuivre, c'est un poids comme ça. Ah, j'ai dit oui, c'est ces poids coniques, un peu hexagonaux, en fonte. Je dis oui, c'est ça que j'ai sur la gorge. Ah, je dis mais madame, dis donc. Au bout d'un moment, je lui demande, mais madame, ce que vous voyez, c'est un poids d'1 kilo, de 2 kilos ou de 5 kilos? Elle réfléchit, elle me dit 5 kilos. 5 kilos. Oh, je dis, mais c'est terrible. Elle dit oui, c'est épouvantable, j'en peux plus. Et je lui dis, mais madame, ce poids, il a bien un anneau, comme tous les poids de ces balances.
Ah, mais bien sûr qu'il a un anneau, évidemment. Est-ce que vous pourriez passer vos index dans cet anneau? Essayez. Et la dame lève ses deux mains et passe symboliquement, là, fait le geste de mettre ses deux doigts dans un anneau. Et j'ai dit, alors, ça y est, vous avez bien mis vos deux doigts dans l'anneau? Oui, bien sûr, je l'ai, ça y est, je tiens. Alors maintenant, vous allez tout doucement, mais de toutes vos forces, tirer ce poids et le poser sur la table. Et la dame tire, et pose le poids sur la table. À la suite de ça, nous passons, je la ramène avec la petite fille, gardant les vaches, puis je la ramène sur son fauteuil dans son salon, et nous passons à la séance de magnétisme par imposition des mains. J'ai un protocole qui dure une petite demi-heure, et puis aussi pour essayer d'extirper aux endroits les plus douloureux du zona, comme le feu, on sort le zona, on extirpe comme ça. Ça dure une petite demi-heure. Après le protocole de magnétisme, elle descend de la table de massage et elle va s'installer de nouveau dans son fauteuil. Nous discutons. Et puis je lui dis, mais alors madame, votre gorge, comment ça va? Ma gorge? Oh, mais c'est fini. Il n'y a plus rien. 3 semaines après, une nouvelle consultation. Et je lui demande, alors madame, le zona? Oh ben dans la semaine qui a suivi, il est parti, c'est fini. Je l'ai revu la semaine dernière, elle m'a dit, je lui dis, alors madame, le zona? Oh, mais c'est de l'histoire ancienne, c'est fini. Voilà un exemple d'utilisation de l'hypnose. Par l'hypnose, la personne, mise en sécurité, dans un lieu sûr, avec le thérapeute, peut revivre en distanciation une partie des sensations ou des émotions vécues pendant l'événement. Elle ne revit pas l'événement, mais on va rechercher cet arrêt sur image qui a duré pendant des décennies pour essayer de le comprendre et de le mettre à distance. Le simple fait de reconnaître ce qui était caché pour survivre, de le ramener à la conscience, suffit souvent pour guérir. Erickson disait, au premier coup de pied, toute l'eau s'engouffre d'un seul coup dans la brèche. D'où l'idée de thérapie brève. Ce qui était figé dans un passé perpétuellement actuel, les émotions, les stratégies de survie. Cette dame avait étouffé pendant tant d'années cette émotion de 6e. Peut évoluer et se transformer d'une manière adaptée au présent. La baisse de la tension émotionnelle permet de nouvelles associations. La représentation se sépare ainsi de l'émotion négative originelle. L'image de départ n'est plus négative. Le négatif descend du train, le positif monte dans le train, dit Madame Francine Safiro, américaine, qui a inventé l'EMDR, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est parallèle à l'hypnose, qui utilise les mêmes supports, les mêmes structures. L'hypnose, en conclusion, vise à chercher dans l'inconscient du sujet des ressources pour mettre en place de nouvelles stratégies. Mais c'est aussi une relation thérapeutique. L'hypnothérapeute définit en début de séance avec la personne qui est venue demander d'être accompagnée un objectif thérapeutique à atteindre. La personne volontaire apporte son histoire, sa situation, son modèle de vie, et l'accompagnant induit une modification de l'orientation, de la réalité de la personne, afin de permettre un recadrage de la situation. Ces stratégies mises en place il y a longtemps, à la suite d'une situation traumatisante, au fil des années, ces stratégies paraissent décalées, n'ont plus forcément le même sens, elles n'ont plus forcément de sens. Un changement peut être opéré par recadrage et la personne est active de ce changement. C'est elle-même qui va le construire. Le deuxième pilier de l'hypnose de soins thérapeutiques, c'est l'induction.
L'induction, c'est tout ce qui permet de mettre la personne dans cet état modifié de conscience, être présent ici et ailleurs. Et on va toujours, en hypnose ericksonienne, reprendre ce que la personne a apporté. La petite fille, la dame a dit, c'est quand j'étais petite fille, je gardais les vaches. Donc, on va reprendre les sensations qu'elle avait à ce moment-là, de bien-être, de bonheur, de situations rassurantes. C'est ça qui va permettre de mettre la personne en dissociation. Mais comme elle est rassurée aussi, elle va beaucoup plus facilement accepter de revisiter cette souffrance, cette douleur qu'elle vit, parce qu'elle la visite en distanciation. Troisième pilier, c'est la suggestion. C'est tout ce qui permet d'influencer la personne, qui en est d'accord, pour lui permettre un recadrage, pour lui permettre de prendre conscience de cette dissociation et de ce décalage, lui permettre de donner du sens aux sensations douloureuses, au mal-être qu'elle vivait. On va repartir de son histoire, on va utiliser des comparaisons, des métaphores, des récits symboliques, et souvent des contes avec les animaux. Et ça, avec les enfants, ça marche tous les coups. Parce que sous la forme d'une histoire, d'une fable, on s'adresse à l'inconscient et, par exemple, des enfants peuvent avoir peur de la mort parce qu'ils ont vécu un deuil. Et on va leur parler de la nature. Les arbres morts sont beaucoup plus intéressants qu'un arbre droit, sec. Parce que les arbres morts, ils permettent à plein d'insectes de se nicher, à des bactéries. Et puis d'un arbre mort, il pousse plein de choses. La mort, c'est un passage, c'est un cycle de vie. Et par ce type de contes, de récits symboliques sur la nature, sur les animaux, on peut s'adresser à l'inconscient de l'enfant qui, d'une séance à l'autre, va complètement changer d'attitude. Quelles sont les demandes thérapeutiques, les demandes traitées en hypnose? Tout d'abord, c'est améliorer nos potentiels. Par exemple, en situation de déprime, en situation de manque de confiance en soi, difficulté de concentration, timidité chronique, préparation aux examens, au permis de conduire, entretien d'embauche. Les sportifs de haut niveau utilisent pratiquement tous les jours l'hypnose et l'auto-hypnose, puisqu'on donne les moyens à la personne de se retrouver en situation sécure, en situation de confiance, pour justement affronter les épreuves à venir. On a aussi les troubles fonctionnels, le stress, l'anxiété, les insomnies, des douleurs parfois inexpliquées, des angoisses, des peurs, des difficultés dans la vie sexuelle. On a aussi des troubles psychosomatiques, un burn-out moral ou physique, la gestion du poids, les problèmes d'anorexie, boulimie, le tabac. On va aussi traiter des troubles psychologiques, des phobies, des agressions, des stress post-traumatiques, des deuils. En se connectant à l'inconscient, on peut réparer en profondeur des blessures émotionnelles, des traumatismes, libérer de fausses croyances, comprendre ce qui se passe, ce qui se cache derrière une dépendance, le tabac, le chocolat. Pour l'alcool et la drogue, on verra tout à l'heure, c'est plus compliqué. Quelles sont maintenant les contre-indications de l'hypnose? Eh bien, par évidence, ce sont les personnes chez qui la dissociation de conscience est chronique et non plus ponctuelle. C'est les malades psychotiques, la paranoïa, la schizophrénie, les états borderline, c'est-à-dire les gens qui recherchent en permanence des états, des situations à haut risque. Bref, ce sont toutes les personnes qui sont pathologiquement dissociées. On ne va pas rajouter une couche, non, ça suffit. Ça va être pire. Quelles sont les limites de l'hypnose thérapeutique? Bien, tout d'abord, c'est les résistances de la personne. J'y crois pas. Non, moi j'en ai déjà essayé, ça marche jamais.
Ça n'a jamais marché. Alors, ces résistances, elles sont intéressantes, parce qu'elles peuvent être aussi bien conscientes qu'inconscientes. Nous avons dit qu'une personne, pour sa survie, suite à une situation traumatisante, a développé, à une certaine époque de sa vie, des stratégies qui la maintiennent debout. Elle ne souhaite pas, ou elle a peur, d'abandonner ces stratégies. Et c'est légitime. On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner, c'est l'inconnu. Pour résister aux expériences sensorielles indésirables et les neutraliser, on a mis en place ces stratégies de déni, de contournement, de défense, de fuite. Et la personne préfère continuer avec les béquilles qu'elle connaît, même si ce n'est pas formidable, si c'est qu'à un cas, plutôt que de courir le risque de changer. Tant que ça passe, ça passe. Et c'est là qu'il faudra faire attention à ne pas forcer la personne. Nous en parlerons tout à l'heure. Autre limite, c'est que pour certains cas, il est bon de compléter avec d'autres approches thérapeutiques. Pardon. Par exemple, nous avons parlé de la drogue, de l'alcool et du tabac. Eh bien, l'hypnose ne suffit pas. Il faut demander à la personne de faire une psychothérapie. On va lui demander de s'inscrire à des groupes de parole, l'alcoolisme, pour la drogue. Et on va mettre en place tout un ensemble de choses pour que ça fonctionne, pour mettre toutes les chances de son côté. L'hypnothérapeute va demander à la personne d'ajouter d'autres approches. Et particulièrement, une approche qui est très importante pour le tabac et la drogue, c'est d'aider la personne à changer son environnement. Parce que si autour d'elle, ou si dans ses habitudes, il y a toujours les sensations, les mêmes tentations qui reviennent, c'est un calvaire pour la personne. Elle ne pourra pas avancer. Donc il va falloir l'aider à changer aussi son environnement, en plus des séances d'hypnose. Et puis enfin, c'est les limites des compétences de l'hypnothérapeute, celles de son domaine d'expérience, de sa spécialité, de sa pratique quotidienne et de sa propre histoire. D'où la nécessité pour le thérapeute, l'hypnothérapeute, de suivre une formation, de faire des psychothérapies, d'avoir une supervision, pour qu'il fasse attention à ne pas projeter ses propres fantasmes sur ses patients. Et puis aussi, qu'il apprenne à respecter le rythme de chaque personne. Parce que les gens n'ont pas forcément envie de tout bousculer d'un seul coup, nous l'avons dit. Les choses apparaissent au fil des années, pas tout d'un coup, tac, non. Il faut laisser à chaque personne le temps d'avancer et de progresser. J'ai défini maintenant avec mon propos lui-même, mais avant de vous céder la parole pour des questions, nous allons regarder ensemble les questions les plus courantes sur l'hypnose. Et puis, je vous céderai la parole, et après, je vous proposerai, pour les personnes qui en sont d'accord, une petite expérimentation sous la forme d'une séance de relaxation. Personne n'est obligé. Si certaines personnes ne veulent pas, je vais leur demander deux choses. D'abord, d'être assez discret pour ne pas gêner les autres. Et deuxième chose, si vous n'avez pas envie de rentrer dans cette séance de relaxation, d'observer ce qui se passe, c'est-à-dire ce que je fais et le comportement des autres. Et ainsi, nous pourrons de nouveau, si vous le souhaitez, discuter de la chose. Quelles sont les questions les plus fréquentes sur l'hypnose ? Est-ce que je peux être manipulé ou dire des choses que je ne veux pas pendant la séance ? Non. Sous hypnose, la personne reste toujours consciente et lucide, nous l'avons dit. Conscient, présent, ici. Elle pourra dire que ce qu'elle veut vraiment. Et tout ce qui pourrait l'éloigner de ses valeurs apporterait comme conclusion que la personne sorte de l'état d'hypnose. Elle serait contrariée et du coup, ça s'arrête. Elle ne sera plus d'accord et la séance va s'arrêter. La personne présente ici et ailleurs peut arrêter la séance à tout moment, elle garde la maîtrise. Nous avons dit,
l'hypnothérapeute n'est pas en situation autoritaire. Il ne cherche pas la profondeur de l'hypnose. Donc, la personne reste maître des choses. À tout moment, elle peut arrêter, elle peut exprimer ce qu'elle veut. Il ne s'agit pas d'exercer un pouvoir sur une personne. C'est une collaboration pour un objectif qui a été défini en commun. Est-ce que je vais me souvenir de ce qui s'est passé pendant la séance? Oui, bien sûr, puisqu'on reste conscient, ici, maintenant. On se souvient de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui a été dit. Et parfois même, l'accompagnant va demander à la personne d'observer ce qui se passe en elle, les sensations, pour l'enregistrer, afin de pouvoir réutiliser soi-même en auto-hypnose. Donc, non seulement on va se souvenir, mais souvent on demande à la personne d'enregistrer ce qui s'est passé pour pouvoir le réutiliser chez elle, toute seule, quand elle en sentira la nécessité. Particulièrement en cas d'insomnie, pour s'endormir. Est-ce que les séances d'hypnose sont remboursées par la sécurité sociale? Non, l'assurance maladie ne rembourse pas les séances d'hypnose. Certaines mutuelles, selon le contrat que l'on a choisi, peuvent rembourser l'intégralité ou une partie des séances. Peut-on faire des séances d'hypnose à distance? Parfaitement, ça marche très bien, à condition d'avoir d'abord soit un bon téléphone, soit de bonne connexion Internet, une bonne caméra et de bons appareils si on est en vidéo, avoir un fauteuil confortable et prévoir un lieu et un endroit où on ne sera pas dérangé. Mais ça marche très très bien. Voilà, pour ce qui est maintenant de mon propos,